Merci Virginie et bienvenue à cette antenne hors les murs de la métropole Nice-Côte d'Azur. Effectivement, on pourrait en parler des heures sur l'écosystème de ce Nice-Côte d'Azur, de la métropole, mais je vais essayer d'être bref, en faisant d'abord un détour peut-être en revenant sur l'histoire, puisque finalement, cette histoire qui nous amène maintenant ici, elle a débuté en 2008 quand Christian Estrosi et son équipe dont je faisais partie, ont été élus à la fois d'abord la mairie de Nice et ensuite, s'agissant de Christian, la présidence de Nice-Côte d'Azur. Pourquoi je cite ça? Parce que le constat qui avait été fait par Christian Estrosi, qui a été à l'origine de la politique qu'il a voulu lancer, était de constater que la ville, ce qui était à l'occurrence à l'époque une communauté d'agglomération, elle vivotait autour du tourisme résidentiel, qui a toujours été une activité historiquement importante, même si, à l'époque, depuis, ça a changé, compte tenu des problèmes géopolitiques, mais elle était concurrencée par des destinations peut-être un petit peu plus lointaines, mais significativement bien marché. Et donc le constat était de dire, on ne peut pas se contenter aujourd'hui de rester sur cette monoactivité, et qui plus est, monoactivité en concurrence. Donc il faut lancer un programme de redynamisation économique important. Programme de redynamisation économique qui s'est accompagné, et j'insiste, par une restructuration, j'allais dire, institutionnelle, puisque simplement, pour mettre deux choses en parallèle, nous avons été la dernière, quand en 2008, nous avons été élus, nous étions en communauté d'agglomération. Christian Estrosi a voulu tout de suite passer en communauté urbaine, et nous avons été de facto la dernière agglomération à passer en communauté urbaine. Et nous sommes la première agglomération en France à être passée en métropole, sans le concours de la loi, puisque ça a été une décision librement consentie des 49 maires des communes qui constituent la métropole Côte d'Azur. Et c'est important de le souligner parce que ça indique clairement la cohérence politique qu'il y a derrière. Si je regarde les difficultés qu'il peut y avoir aujourd'hui et n'y voyez aucune jalousie avec la métropole autour de Marseille, les discussions le Grand Paris, le fait d'avoir réussi à créer de facto, d'une manière, encore une fois, librement consentie, une métropole, était important et assure, sur les actions que nous allons et que nous avons essayé de mettre en place, cette cohérence qui, je pense, pour des opérateurs économiques, est important. Je ferme la parenthèse. Donc, pour revenir à cette redynamisation économique, elle a consisté d'abord à définir, en quelque sorte, quelle devait être une stratégie de développement économique et de revitalisation économique sur la base d'une analyse sociologique et de l'existant de Nice et de la métropole. Il nous a paru que 4 axes pouvaient constituer cette trame de cette stratégie économique. Le premier axe, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, mais ce n'était pas le cas en 2008-2009, la silver economy. Pourquoi? Parce que la sociologie de la ville, en termes d'âge des habitants, en termes de niveau de revenus, nous donnait une légitimité à être un acteur important. Ceci d'autant plus que si on se projette au-delà de la métropole et sur un plan national, la silver economy, on voit bien que c'est une opportunité majeure de développement, qui plus est, qui est difficilement délocalisable, donc c'est quand même un avantage important. Et donc, de ce point de vue, nous avons par exemple candidaté, nous avons été retenus pour devenir le siège social de l'association qui s'appelait CNR Santé, Centre national de référence de la santé à domicile, qui était issu de la direction des grandes entreprises du ministère de l'Industrie, qui n'était plus à l'époque Christian Estrosi. Il n'y avait pas de conflit d'intérêt en la matière. Donc nous avons été, depuis 2009, la seule collectivité à co-financer cette activité, parce qu'encore une fois, nous pensions que c'était important. Et cette association CNR s'est transformée en France Silver Eco, mais le siège en a été conservé à Nice, encore une fois, parce que nous sommes la collectivité la plus engagée en la matière. Le deuxième axe, c'est évidemment, à côté du tourisme résidentiel, le tourisme d'affaires, avec un projet lié à Ecovalley, je reviendrai rapidement, de création d'un grand hall d'exposition qui n'existe pas aujourd'hui sur tout le pourtour méditerranéen et qui aura une position concurrentielle extrêmement performante, puisque c'est où ça sera, puisque l'horizon c'est 2020-2022, le seul
hall d'exposition situé à 5 minutes à pied d'un aéroport international et à un quart d'heure du centre-ville. Il n'y a pas en Europe un seul hall d'exposition qui aura ces qualités. Et j'ajoute, même si aujourd'hui la météo me dément, que pour la période octobre-mars, c'est quand même plus agréable de faire un colloque ou une exposition sur la Côte d'Azur qu'à Stockholm, Zurich ou ailleurs. Mais ça vient en plus, et ça vient au-delà de ces avantages que j'ai indiqués qui sont importants. Troisième élément, et là aussi c'était un peu visionnaire, c'est la Smart City. Pourquoi je dis que c'était visionnaire? Parce qu'aujourd'hui, pratiquement tout le monde, toutes les collectivités parlent de la Smart City, de la ville Smart and Sustainable City, etc. Nous nous sommes engagés dès 2009 sur ce domaine et nous avons eu un certain nombre de résultats puisque 2010, nous avons été labellisés et la seule ville française avec 4 autres villes en Europe par IBM dans le cadre de leur IBM Smarter City Challenge qui était destiné à qualifier les collectivités les plus engagées et qui nous a permis à partir de là de véritablement lancer le processus qui a abouti l'année dernière à ce que le cabinet de consulting Juniper nous classe comme la 4e ville la plus intelligente, si je peux dire, au monde, en compagnie il y avait New York, Londres, Singapour et Barcelone. Alors pour être honnête, je ne sais pas si on est 4e, 5e ou 3e. Ce que je sais, et ça c'est une réalité, c'est que nous sommes parmi les villes les métropoles les plus avancées sur ce domaine, et évidemment avec la volonté derrière. Finalement, l'engagement sur la Smart City, il y a 3 composantes. Il y a une composante qui est loin d'être négligeable, mais que je laisse de côté, qui est une composante budgétaire, c'est-à-dire faire des choses de la même façon, voire mieux, mais moins cher. Et aujourd'hui, dans l'équation budgétaire des collectivités, c'est pas négligeable. Le deuxième élément, c'est améliorer, je dirais, l'expérience urbaine des habitants. Par exemple, sur les problèmes de mobilité intelligente ou d'énergie ou de gestion des risques. Et le troisième, c'est créer du développement économique. Et nous avons en particulier, dans la pépinière Gévaudan, un certain nombre de startups qui travaillent sur ces activités et qui ont depuis développé des expertises qu'ils vendent dans le monde entier. Donc ces 4 axes de ce qu'on peut qualifier de stratégie de développement économique de la métropole. Alors une fois qu'on a parlé de stratégie, c'est très bien, mais si on l'exécute mal, ça aboutit à pas grand-chose. Donc quels sont les outils permettant et qui vont permettre l'exécution de cette stratégie? Je vais en citer 2. D'abord, c'est la création d'un écosystème autour de l'innovation. Nous avons mis, en termes de politique publique, beaucoup l'accent sur la création de cet écosystème, en particulier, mais pas uniquement, sur Nice Méridia, qui est un des quartiers dont je parlais tout à l'heure, lié au projet d'Eco-Vallée. Mais pour vous citer quelques chiffres caractéristiques de la politique publique que nous avons menée en la matière, nous avions, en 2008, quand nous sommes arrivés, 200 mètres carrés de pépinière, qui était en fait une pépinière qu'on peut qualifier de domiciliation d'entreprise. C'était rien d'autre que ça. Nous avons aujourd'hui 4500 mètres carrés entre incubation, pépinière et hôtel d'entreprise, ce qui fait qu'on est au niveau des ratios des villes les plus avancées en la matière. Et ça nous a permis d'abriter un certain nombre de startups qui sont ici. Certains vont nous quitter, tant mieux, mais qui a montré l'engagement de la ville en matière. Ils vont nous quitter pas pour partir ailleurs, parce que maintenant ils sont grands. On va essayer de les garder. Quitter la pépinière. Voilà. Deuxième élément. Alors les chiffres peuvent paraître modestes, et ils le sont évidemment quand on compare à ce qu'a pu faire par exemple Blablacar, mais ces startups qui ont débuté quasiment leur activité sur Nice Côte d'Azur ont levé entre l'année dernière et cette année plus de 20 millions d'euros de fonds d'investissement. Alors encore une fois, ça paraît modeste, mais si on regarde à l'aune de ce qu'a été la ville et la métropole sur ces 30 dernières années, c'est une révolution et qui prouve que la stratégie dont j'ai parlé et que nous essayons d'exécuter, elle marche. Cette création d'écosystème, elle se fait bien évidemment en étroite collaboration avec l'université qui a créé ce qu'on appelle l'IMRED, l'Institut méditerranéen du risque, de l'environnement et du développement durable, qui va
avoir son propre bâtiment de 4000 m², 4500 m² créé dans le cadre de Nice Méridia, et qui installera dans un deuxième temps le laboratoire de physique, donc les activités à forte valeur ajoutée dont nous avons besoin dans le cadre de cet écosystème, et j'allais dire une collaboration, j'hésite à employer parce que le terme est évidemment une connotation juridique précise, de partenariat public-privé, mais on voit à travers en particulier ce que nous faisons avec les startups, que nous créons les ponts entre les collectivités, l'université, les startups et les grands groupes. Et un bon exemple de ça, c'est ce qu'on appelle le showroom de l'innovation qui est abrité par l'IMRED, où nous pouvons trouver des expérimentations sur la mobilité, sur l'énergie, sur la gestion des risques, sur les problèmes environnementaux, avec la participation des startups, de grands groupes, il y a IBM, Veolia, Suez Environnement et d'autres, et bien sûr la collectivité qui contribue au financement. Donc, premier élément, c'est cette création et faire vivre l'écosystème autour de l'innovation. Et je crois pouvoir dire que le train est lancé et que les choses se passent bien. Deuxième élément, bien évidemment, c'est le projet d'Ecovalley. Alors, Ecovalley, c'est un projet qui est né en 2007, à l'époque où Christian Estrosi était ministre délégué à l'aménagement du territoire, et qui a certainement été une grande contribution à l'obtention de cette labellisation opération internationale, parce que en ayant été le président depuis décembre 2009, je garantis que l'administration centrale de l'époque n'était pas convaincue de la pertinence d'avoir une opération d'intérêt national sur Nice-Côte d'Azur. On n'avait pas besoin. Bon, la réalité montre, et grâce à tout ce que nous avons fait, que ce n'est pas le cas, et qu'en particulier la vision et la perception que pouvait avoir l'administration centrale de la DHUP a changé et considère véritablement aujourd'hui que cette opération, c'est une chance évidemment pour notre territoire, c'est une chance pour la région, quel que soit ce qui va se passer en décembre, mais c'est aussi une chance pour la France parce que nous pouvons être un point d'entrée sur un certain nombre d'axes pour les entreprises étrangères ou pour le point de sortie pour les startups qui, on le voit aujourd'hui, commencent à vendre leurs produits, leurs services à l'extérieur. Donc, quelques mots sur cet Ecovalley. Donc, c'est un projet qui est sur 10 000 hectares, qui est effectivement extrêmement important, mais avec la volonté d'y aménager 450 hectares. Et ce qui explique cette appellation d'Ecovalley qui fait à la fois référence à l'économie, développement économique, à écologie, environnement, parce que pour ceux et celles qui connaissent la vallée du Var, parler d'amélioration de l'environnement et de restauration des continuités écologiques dans cette vallée, c'est quelque chose qui a du sens, parce que du fait d'un développement qui a été anarchique pendant les 30 années, chaque commune voulant y faire ce qu'elle voulait sans se préoccuper de ce qu'il faisait ailleurs, on a abouti à quelque chose qui était totalement dévasté. Donc il y a cette double volonté de développement économique et de restauration environnementale, et qui se traduit aussi au plan de l'activité économique par la volonté d'y développer, en particulier sur un des deux projets à fort effet de levier en termes économiques, qui est Nice Méridia, le premier étant le Grand Arenas, qui, autour de l'aéroport, va permettre de construire, comme je l'ai dit tout à l'heure, le grand hall d'exposition dont nous avons besoin et un pôle d'échange multimodal important. Et puis le deuxième, Nice Méridia, où l'objectif est de créer sur 26 hectares une technopole urbaine, c'est-à-dire une technopole avec des activités à forte valeur ajoutée autour des écotechnologies, j'y reviendrai tout à l'heure, mais à l'intérieur d'un quartier de ville en construction avec l'utilisation des technologies vertes et les plus modernes. Alors, par quoi se traduit cet investissement sur les écotechnologies? Il se traduit de deux façons. D'abord, en faisant du territoire de l'Ecovalley un territoire d'expérimentation des nouvelles technologies. C'est ainsi que sur Carros, qui est un peu au nord de la vallée, mais dans le périmètre de l'opération internationale, nous avons, je crois, l'expérimentation la plus importante, le représentant d'EuroDF le confirmera, de Smart Grid à travers Nice Grid sur Carros, qui a la particularité, qui est financée par l'Europe, je ne sais pas si vous allez en parler plus en détail, mais qui est l'expérimentation la plus importante, et en particulier parce qu'elle essaie d'adresser les deux
pôles de l'équation qui sont l'offre et la demande et comment l'équilibrer en temps réel. Et il y a 2 autres expérimentations de smart grid qui ont été menées sur ce territoire et d'autres qui vont continuer. C'est un premier exemple. Le deuxième exemple, c'est la volonté que nous avons eue au titre des politiques publiques de la métropole de permettre aux startups qui sont en phase de pré-industrialisation ou d'industrialisation de leurs produits de pouvoir le démontrer en les installant sur des bâtiments de la métropole ou sur des services de la métropole. Ça a été le cas, je crois, avec un des équipements de Calisteo. Ça va être le cas avec Sustainair récemment. Et c'est important parce que, en tout cas, moi, je suis convaincu que pour des startups, l'aide qu'on appelle de minimis est la plupart du temps une aide d'opportunité, alors que pouvoir leur permettre de démontrer les qualités supposées de leurs produits à leurs clients, en les amenant sur le territoire, sur un bâtiment de la métropole, c'est beaucoup plus important et c'est ce que nous essayons de faire. Nous l'avons fait et nous continuons à le faire pour permettre effectivement à se développer. Donc voilà ce que je voulais dire très brièvement, en m'excusant si j'ai dépassé l'heure, je ne sais pas. On va être dans les temps, on va se rattraper. Simplement, pour conclure, passant de 2008 à 2015, voire déjà en 2016, je pense, et en tout cas j'ai essayé de vous convaincre que, en quelque sorte, je vais dire, le train était parti, et que si vous voulez le rejoindre, on serait bien sûr heureux de vous y accueillir, et si vous avez besoin d'informations vous permettre d'avancer dans vos décisions, les services de la métropole et moi-même seront à vos dispositions pour le faire. Voilà. Merci beaucoup, merci Christian, c'est une belle présentation. Merci beaucoup.